fille est l'assassin, il ne communiera jamais avec nos enfants. L'assassin, il est arrêté, l'assassin. Il est sous les verrous. Vous êtes un roublard, monsieur le juge. C'est grand malheur. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak Cinéma. Aujourd'hui, on continue notre exploration du cinéma français avec un film majeur, un film puissant et dérangeant, Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier, sorti en 1976. Alors avant de disséquer ce chef-d'œuvre, je veux vous parler de Tavernier lui-même, parce qu'il est pour moi l'un de mes maîtres, l'un de ceux qui ont contribué à nourrir ma passion pour le cinéma. Pas seulement par ses films, aussi exceptionnels soient-ils, mais aussi par son immense cinéphilie. J'adorais l'écouter parler avec passion de western, de films noirs dans les bonus de certains DVD et Blu-ray. Je consulte aussi énormément son fameux dictionnaire 50 ans de cinéma américain et son ouvrage exceptionnel, Amis américains, où il s'étend longuement sur des réalisateurs comme John Ford, Howard Hawks ou John Huston. Sans oublier son magnifique documentaire Voyage à travers le cinéma français. Tavernier était un passeur, un transmetteur d'amour du cinéma. D'ailleurs, je vous montrerai les films et les ouvrages que je viens de mentionner à la fin de cette vidéo. Alors, installez-vous confortablement. On va plonger dans l'un de ses films les plus marquants. C'est parti. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Et puis un tournage avec Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. Le réalisateur de L'Horloger de Saint-Paul reste une nouvelle fois fidèle à la province, car l'intrigue du film se déroule autour de Privas à l'époque de l'affaire Dreyfus. Bertrand Tavernier dissèque avec son troisième film les curieux rapports qui peuvent s'établir entre un juge et un assassin. C'est à la fois une histoire très violente, très intéressante sur le plan historique et très actuelle. Bertrand Tavernier, disparu en 2021, était un cinéaste à part dans le paysage français. Ancien critique au Cahier du cinéma, attaché de presse, puis réalisateur, il a toujours gardé cette double casquette de créateur et de passionné absolu du 7e art. Son cinéma est profondément ancré dans l'histoire, dans les questions sociales et morales, sans jamais tomber dans le manichéisme. Avec Le juge et l'assassin, son troisième long métrage après L'Horloger de Saint-Paul et Que la fête commence, Tavernier signe une œuvre ambitieuse, une fresque historique et sociale qui interroge la justice, la folie, la religion et le pouvoir. C'est un film dur, âpre, qui ne fait aucun cadeau au spectateur. Elle traite des rapports entre un assassin qui est joué par Michel Galabru, qui est un espèce d'assassin sadique, fou, mystique, religieux, anarchiste, est un personnage très étrange, et le juge qui a eu le génie de le découvrir et qui essaye à la fois de le comprendre et de le condamner. Le film s'ouvre de façon magistrale, un noir total sur lequel résonne la voix off de Philippe Noiret, puis un passage brutal vers un paysage enneigé d'une lumière éclatante. Cette blancheur immaculée sera bientôt souillée par le sang des innocents. Cette ouverture saisissante annonce déjà toute la complexité du film, son jeu de contraste, la noirceur associée au juge Rousseau, incarné par Noiret, et cette blancheur trompeuse liée à Bouvier, le personnage de Galabru. Dès ses premières images, Tavernier pose son dispositif visuel et moral. Une innocente ne peut troubler qu'un homme profondément corrompu. Autant aujourd'hui que demain. Rousseau, assassin! Rousseau, assassin! Rousseau, assassin! Il dit que nous sommes tous des meurtriers au moins en puissance. Le film s'inspire d'un fait divers authentique, l'affaire Joseph Vacher, un vagabond qui, à la fin du XIXe siècle, a assassiné et violé plusieurs jeunes bergers et bergères
dans les campagnes françaises. Mais Tavernier et son scénariste Jean Orange ne se contentent pas de raconter une simple histoire de tueur en série. Ils dressent le portrait d'une époque, celle de la France de l'affaire Dreyfus, avec ses contradictions, ses hypocrisies et ses injustices sociales. Alors, d'un côté, nous avons Bouvier, l'assassin magnifiquement interprété par Michel Galabru, un ancien militaire devenu vagabond, trimardeur, probablement fou, qui tue au hasard de ses pérégrinations. De l'autre, nous avons le juge Rousseau, incarné par Philippe Noiret, un homme de pouvoir ambitieux qui voit dans cette affaire l'occasion de faire progresser sa carrière. L'idée a été immédiate, je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre. Ça a été Galabru. Je me souvenais de lui dans Georges Dandin, ayant quand même... J'ai été un grand spectateur de théâtre. C'est là où j'ai découvert beaucoup d'acteurs, à commencer par Noiret. Mais Galabru, je l'avais vu dans Georges Dandin, et je l'avais trouvé absolument extraordinaire. Je me disais, mais c'est complètement dingue de ne pas utiliser un talent comme celui-là. Michel Galabru livre ici la performance de sa carrière. Loin des seconds rôles comiques qui l'ont rendu célèbre, il incarne Bouvier avec une intensité terrifiante. Son personnage est un être déchiré, hanté par des voix, oscillant entre religiosité délirante et violence animale. Galabru joue la folie sans jamais tomber dans la caricature, avec une vérité physique et psychologique impressionnante. Un moment particulièrement puissant est celui où Bouvier entre dans une église. Le prêtre, dans un sermon d'une violence inouïe, dénonce un enseignement dont on aurait évacué Dieu pour le remplacer par Vallès et l'insurgé, par Zola ou par Victor Hugo. Cette scène résonne comme un écho des tensions idéologiques de l'époque. Plus tard dans le film, Bouvier crachera toute sa haine contre l'Église, révélant qu'il a été violé à l'âge de 16 ans. Cette confession éclaire d'un jour terrible les origines de sa folie meurtrière. Mais ce besoin du crime, nous le canalisons par des moyens légaux. Comment vous sentez-vous, Bouvier? Innocent, mon juge, puisque c'est Dieu qui a tout voulu. La voix off de Galabru est également bouleversante lorsqu'il lit les lettres qu'il adresse à sa Louise, cette femme qui a toujours refusé son amour. Ces mots pathétiques révèlent un homme brisé, incapable d'être aimé. Et le personnage devient absolument glaçant quand il demande à la mère de Louise de lui laisser sa sœur de 16 ans. À la 12e minute du film, Bouvier finira par tenter de tuer Louise, venue lui rendre toutes ses lettres, avant de se tirer 2 balles dans la tête. Un suicide et un meurtre raté, comme toute sa vie d'ailleurs. Il sera ensuite interné à l'asile, continuant à tenir des propos anarchistes, puis libéré avec ses 2 balles toujours logées dans son crâne. Bouvier est un monstre, certes, mais Tavernier prend soin de nous montrer d'où vient cette monstruosité. La misère, l'abandon, les traumatismes de la guerre, les abus subis, une société qui broie les plus faibles. Le film ne justifie rien, mais il contextualise. Il nous force à regarder les mécanismes qui produisent de tels êtres. C'est pour vous. Une montre en or. J'ai vendu mon champ pour 150 francs. Mais il fallait pas, monsieur Bouvier. Pourquoi vous voulez me faire un aussi beau cadeau? Pour vous faire plaisir. Mais puisque je ne veux pas vous épouser. Pourquoi? Pourquoi? Mais pas ici, voyons, tout le monde nous regarde. Face à Galabru, Philippe Noiret compose un juge Rousseau tout en subtilité. Le personnage n'apparaît qu'à la 20e minute du film environ, et c'est de façon ironique que le spectateur apprend les méfaits horribles de Bouvier, devenu entre-temps véritable tueur en série. C'est la propre mère du juge qui déclame les horreurs commises par l'assassin sur un ton de papotage de salon, comme s'il s'agissait d'un fait divers croustillant. Cette scène révèle le fossé entre la bourgeoisie bien pensante
et la réalité brutale de la violence sociale. D'ailleurs, Tavernier se souvient sûrement de ces mères possessives chères à Hitchcock qu'il admirait tant. La mère de Rousseau, omniprésente et envahissante, évoque ces figures maternelles étouffantes que le maître du suspense a si souvent filmées et qui exercent une emprise troublante sur leur fils. Moi, ça fait 2 ans que je marche à travers la France comme un forcené. Et le soleil qui frappait ma pauvre tête. Si c'était pas vrai. S'il inventait tout ça. C'est tout de même un anormal. Si on ne guillotinait pas ces anormaux, ce serait le bordel. C'est un personnage assez complexe. Autant dire qu'il est intéressant à interpréter. C'est un juge d'instruction de province qui vit avec sa mère, qui est, je pense, assez intelligent, assez brillant, et qui mène son enquête donc sur une série de crimes qui a eu lieu dans la région et un peu dans toute la France, et qui est un suspect et qui entre en confiance, presque en amitié avec ce suspect pour lui extirper des aveux. Rousseau n'est pas un méchant de mélodrame, c'est un homme intelligent, un homme cultivé, républicain convaincu, mais aussi profondément cynique et carriériste. Rousseau veut que Bouvier soit jugé saint d'esprit pour pouvoir le guillotiner et en faire un exemple. Pas par cruauté gratuite, mais parce qu'il croit sincèrement que c'est nécessaire pour l'ordre social. Noiret excelle dans ses rôles ambigus où la bonhomie apparente cache une froide détermination. Son Rousseau est courtois, presque paternel avec Bouvier lors des interrogatoires, mais c'est un prédateur qui manipule son adversaire avec une habileté redoutable. Tu avais une grande dévotion pour la Vierge. C'est la femme de tous ceux qui n'en ont pas. C'est un paysan rusé qui essaie de me rouler et moi, je fais semblant de marcher. Il faut également souligner la présence d'Isabelle Huppert dans le rôle de Rose, la maîtresse du juge. À 23 ans, encore au début de sa carrière, elle avait déjà tourné dans Les Valseuses, 2 ans plus tôt. Isabelle Huppert livre une performance remarquable dans ce rôle secondaire. Belle, déjà maîtresse de cette expression mystérieuse qui marquera ses grands rôles à venir, elle incarne une jeune femme du peuple, prise dans les filets d'un homme de pouvoir. Certaines de ces scènes avec Noiret sont d'une crudité glaçante, révélant la violence quotidienne et l'exploitation que subissent les femmes de condition modeste. Tavernier, avec son humanisme habituel, ne filme jamais ses rapports de domination de manière gratuite, mais toujours pour dénoncer les abus de pouvoir. On voit déjà chez la jeune Huppert cette capacité à incarner des personnages complexes, à exprimer des émotions contradictoires avec une économie de moyens remarquable. Il pleure. On croirait des larmes. Et s'il pleurait l'ami qui l'a trahi? Quel ami? Le film bénéficie aussi de la présence élégante de Jean-Claude Brialy dans le rôle du procureur de Villedieu. Brialy, figure emblématique de la nouvelle vague, apporte à ce personnage sa distinction naturelle et une certaine morgue bourgeoise. Face à Noiret, il incarne parfaitement cette magistrature d'élite, sûre de son bon droit et de sa supériorité sociale, et leur confrontation est un moment savoureux du film, un duel feutré entre 2 hommes de pouvoir qui se jaugent. Le cœur du film, ce sont ces longues scènes d'interrogatoire entre le juge et l'assassin. Tavernier filme ces face-à-face avec une rigueur documentaire presque clinique. Il n'y a pas de musique dramatique, pas d'effet de caméra spectaculaire, juste 2 hommes qui se parlent, qui s'observent. Ces scènes sont fascinantes parce qu'on assiste à un véritable duel intellectuel. Rousseau essaie de prouver que Bouvier est saint d'esprit et Bouvier joue avec lui entre lucidité troublante et délire mystique. Qui manipule qui
Qui est le plus fou des deux? Le film laisse ces questions ouvertes. Visuellement, le film est magnifique. Le directeur de la photographie, Pierre-William Glen, capture avec une beauté âpre des paysages ruraux de l'Ardèche et de la France de la fin du XIXe siècle. Alors, il n'y a pas de nostalgie pittoresque ici. Tavernier montre la dureté de la vie paysanne, la pauvreté, la violence sociale, et ces décors naturels de l'Ardèche, avec leur relief escarpé et leurs vallées profondes, deviennent le théâtre parfait pour cette tragédie rurale. Les décors, les costumes, tout respire l'authenticité. Tavernier a toujours eu ce souci du détail historique, cette volonté de faire revivre une époque sans la folkloriser. On sent la boue, la sueur, la misère de cette France rurale que la modernité commence à transformer. Il faut également souligner la partition de Philippe Sard, un habitué des films de Tavernier. Pour ce film, Sard a fait un choix audacieux, composé toute la musique avant même le tournage, après avoir simplement lu le scénario et écouté Tavernier lui raconter chaque détail, lui jouer même certaines scènes. Le résultat est un mélange de musique dissonante, de ballades, d'accordéons, de musique de 1890 avec un quatuor à cordes et quelques vents. Pour plus d'authenticité, Sard a même demandé au célèbre accordéoniste Marcel Azola de dénicher un vieil accordéon diatonique datant de 1890. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est la complainte de Bouvier l'Éventreur, sur des paroles de Jean-Roger Cossimon et interprétées par lui-même dans le film. Cette chanson lancinante me trotte encore dans la tête aujourd'hui. Elle est composée sur le mode de la complainte, ce genre populaire que chantaient les chansonniers, parcourant les routes, inventant des chansons inspirées de l'actualité, qu'ils vendaient par feuillet. Elle évoque avec des accents tragiques le destin de l'assassin. C'est l'une de ces mélodies qui vous habitent longtemps après avoir vu le film, avec ces accents populaires et tragiques qui résument à eux seuls tout le désespoir du personnage. Cette complainte devient presque un leitmotiv, rappelant constamment la dimension humaine, aussi monstrueux que soient ses actes, de cet homme brisé. Le film comporte aussi une autre chanson importante, La Commune est en lutte, inspirée des chants révolutionnaires de la Commune de Paris et interprétée notamment par Isabelle Huppert et d'autres personnages. Ces chansons populaires ancrent le film dans son contexte historique et social et rappellent les tensions idéologiques de cette fin de siècle. Mais au-delà de la reconstitution historique, Le Juge et l'assassin est une critique féroce de la société française. Tavernier montre comment la justice, la psychiatrie, l'Église et l'armée, toutes ces institutions, sont instrumentalisées pour maintenir l'ordre social et protéger les intérêts de la bourgeoisie. Le film est sorti en 1976, en pleine période de questionnement politique en France, et résonne comme une réflexion sur la violence d'État, sur la façon dont le pouvoir définit la folie et la criminalité. Qui a le droit de juger? Qui a le droit de décider si quelqu'un est fou ou responsable? Ces questions restent terriblement actuelles. Et Tavernier le clame avec force dans le générique final du film, avec cette citation qui exprime parfaitement tout l'esprit de son œuvre. Entre 1893 et 1898, le sergent Joseph Bouvier tua 12 enfants. Durant la même période, plus de 2500 enfants de moins de 15 ans périrent dans les mines et les usines à soie, assassinés. Cette phrase terrible résume toute la démarche du cinéaste. Oui, Bouvier est un monstre, mais la vraie monstruosité, c'est celle d'un système économique et social
qui broie des milliers d'enfants dans l'indifférence générale. La société qui s'indigne des crimes de Bouvier est la même qui exploite et tue des enfants au nom du profit, et Tavernier ne nous laisse aucun répit, aucune échappatoire morale. Il nous force à regarder cette hypocrisie en face. Le juge et l'assassin n'est pas un film facile, c'est une œuvre exigeante, parfois éprouvante, qui refuse le spectaculaire et préfère la réflexion à l'action. Certaines scènes sont d'une violence crue, d'autres d'une longueur assumée, qui forcent le spectateur à se confronter à l'inconfort moral du propos. Et c'est précisément cette exigence qui fait la grandeur du film. Tavernier ne cherche pas à nous divertir, il cherche à nous faire réfléchir sur la nature de la justice, sur les rapports de pouvoir, sur la façon dont une société traite ses marginaux et ses fous. Ce film illustre parfaitement ce qui fait la force du cinéma de Tavernier, son refus du manichéisme, son humanisme profond et sa capacité à interroger l'histoire pour mieux comprendre le présent. Que ce soit dans L627 sur la police, le magnifique La vie et rien d'autre sur l'après-première guerre mondiale, ou Ça commence aujourd'hui sur l'école, Tavernier n'a cessé de filmer la France et ses contradictions avec lucidité et empathie. Pour que ma complainte finisse, j'attends l'issue du jugement. Dans notre pays, la justice ne se trompe que rarement. Donc, bonnes gens, faites confiance aux enquêteurs, aux magistrats, au tribunal qui jugera celui qui fit trembler la France. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous montrer les livres et les films mentionnés dans cette vidéo. Et je commencerai par les 2 volumes de 50 ans de cinéma américain de Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursaudon, un dictionnaire essentiel pour toute personne désireuse d'enrichir sa culture cinématographique et plus précisément ses connaissances sur le cinéma américain, le cinéma d'Hollywood, avec ses plus grands metteurs en scène, plus grands films. 50 ans de cinéma américain. Ensuite, un énorme pavé, Amis américains, avec en couverture John Huston. Regardez un peu la taille du monstre. Alors si le dictionnaire ne contenait pas de photographies, ici il y en a beaucoup, de très belles photographies en noir et blanc, en couleur aussi, des affiches de films, Flèche brisée, James Stewart. Le livre contient des textes sur John Ford, T. Garnett, Henry Hathaway, Edgar J. Ulmer, William A. Wellman, Bud Botiker, Delmer Daves, Stanley Donen, Robert Parrish, Richard Quine, Jacques Tourneur, John Huston, André de Toth, et ça va jusqu'à Elia Kazan, Joseph Losey, Joe Dante et le dernier Quentin Tarantino. Amis américains, il existe une autre édition un peu moins lourde que celle-ci. Donc un livre aussi de grande richesse, Amis américains. Passons maintenant au film, mais avant, je vous montre ce documentaire, My Journey Through French Cinema, Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, qui vient dans cette édition Blu-ray avec cette sérigraphie. Ensuite, une édition espagnole de L'Horloger de Saint-Paul, El Relojero de Saint-Paul, le disque avec sa sérigraphie. Ce chef-d'œuvre absolu qu'est La vie et rien d'autre, avec un immense Philippe Noiret.
Ley 627, L 627, donc un film sur la police, édition espagnole de d'Ibiza. Et pour finir, Le juge et l'assassin dans cette édition française chez Studio Canal avec son disque sérigraphié et quelques bonus. Interview de Bertrand Tavernier et Philippe Noiret et un entretien très croustillant avec Michel Galabru, Le juge et l'assassin. Le juge et l'assassin est un film majeur du cinéma français des années 70, porté par deux performances exceptionnelles et par la mise en scène rigoureuse de Bertrand Tavernier. C'est une œuvre qui dérange, qui questionne, une œuvre qui refuse les réponses faciles. C'est un film nécessaire qui résonne encore aujourd'hui avec une actualité troublante. Bertrand Tavernier me manque, son cinéma, son amour du 7e art, sa générosité de passeur me manque, mais heureusement ses films sont là, ses livres sont là, et il continue de nous parler, de nous interroger et de nous émouvoir. Et vous connaissiez ce film? Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines explorations cinématographiques. Très bientôt, merci infiniment de m'avoir écouté. Salut!